Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Nous préférons vous en avertir. Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Cette semaine, Martin rencontre une dame qui sait se garder active autant physiquement qu'intellectuellement, Nicole Trudeau. Mon invitée aujourd'hui, c'est une dame que j'ai rencontrée pour la première fois lors d'activités de loisirs à la SAM, que vous connaissez sûrement. Je vais la présenter puis la laisser se nommer elle-même parce que je pense qu'on a beaucoup de sujets à discuter aujourd'hui. Puis c'est une dame en plus très intéressante. C'est pour ça que je lui ai demandé de participer à Connaissez-vous et je suis très content en plus qu'elle ait accepté. Elle s'appelle Nicole Trudeau. Tout d'abord, bonjour. On n'a pas statué. Est-ce que je vous appelle Madame Trudeau, Nicole? Non, Nicole, ça va très bien. Parfait. Alors, bonjour, Nicole. Bonjour. Merci d'être là, comme je le disais. Je pense que vous allez apporter des points très intéressants, je suis sûr, à mon projet. Et tout d'abord, j'aimerais ça qu'on commence un petit peu par le début. Si vous êtes à l'aise de nous raconter un petit peu, peut-être nous dire où vous êtes né. Je suis née sur la Rive-Sud, à Saint-Lambert, tout près d'ici. Ah, tout près d'ici. Oui, alors il y a quand même un bon moment là. Je ne suis pas de la génération actuelle. Et vous étiez d'une famille nombreuse? Nous avons été 4. Moi, Okay. je suis la deuxième. Un garçon, une fille, un garçon, une fille. Ah, d'accord. Ça a été bien. Alors, je sais pas s'ils ont été peut-être, j'allais dire chanceux, mais enfin, je ne sais pas, mais ça a été bien équilibré. Et est-ce que vous étiez la seule avec un problème de vision? J'ai été la première. Mon frère aîné n'avait pas de problème de vision. Moi, j'en ai eu. Mon frère qui a suivi en a eu, et ma sœur, non. D'accord. Alors, c'est les deux du centre qui ont eu. Mais c'est moi qui ai eu, disons, le handicap le plus lourd, disons, que j'ai moins vu. Mon frère a vu un peu plus et pas mal plus longtemps. En fait, c'est une rétinite pigmentaire. Hein. Ce qui est assez fréquent aussi. Oui, mais à l'époque, on connaissait pas ça. Bon, alors moi, j'ai vu un tout petit peu, vraiment très, très peu quand même. Ma mère s'est aperçue que j'avais un problème visuel parce que je m'amusais sans doute avec des sous-noirs qu'on appelait dans le temps. J'échappais ça sur un plancher sombre et je le trouvais pas. OK. Alors, ma mère a eu la puce à l'oreille, elle s'est dit, oh, il y a quelque chose. Et puis, bon, les consultations médicales ont commencé, puis le diagnostic a été posé, puis j'ai commencé à porter des lunettes, j'avais 5 ans. Et puis là, à l'époque, il n'était pas question d'aller dans des écoles adaptées, dans des écoles régulières. Il n'y en avait pas. Alors, c'était l'Institut Nazareth qui était le pensionnat pour l'éducation, notre éducation. Alors, je suis donc rentrée pensionnaire à 5 ans. C'est jeune quand même. C'est très jeune pour quitter sa famille, c'est très jeune. Et j'y ai été pendant 15 ans. Et ce que je rappelle souvent dans le cadre des entrevues, c'est que même si vous habitiez Saint-Lambert, vous étiez quand même pensionnaire là. C'était obligatoire. Hein? Tout le monde qui fréquentait Nazareth, même s'il habitait la rue d'à côté, devait être pensionnaire. Tout le monde, le même statut, le même régime. Alors, bon, on n'habitait pas loin, c'est pas très loin quand même, mais bon, il n'était pas question d'avoir un régime différent. Hein? Non. Ce qui vous permettait quand même d'aller plus souvent chez vos parents là que ceux qui restaient. Plus souvent à l'origine. Non, pas tant. Non. Peut-être. Plus que ceux qui restaient. Plus souvent que ceux qui habitaient le Gaspésie, là. Uh-huh. Sauf que on entrait au début septembre, on sortait 2-3 jours à la Toussaint, là, au début de novembre. On sortait 10 jours à Noël.
4 jours, plus ou moins 4 jours à Pâques. OK, c'est qu'il y avait quand même des grands bouts de temps où ce que vous alliez pas, là. Absolument. OK. Petit à petit, bon, au bout de quelques années, il y a eu des congés mensuels, mais ça, c'est beaucoup plus tard, là, c'est pas au début. Mais en général, non, le début, c'était vraiment... Les parents pouvaient venir quand même nous voir. OK. Une fois par semaine, le dimanche, de 2h à 4h, c'est tout. Petit 2 heures, là. Oui, puis dans le parloir, et puis bon, avec tout le protocole qu'il fallait respecter, c'était pas des jeux et... Non, il fallait être correct, bien se tenir et tout. Mais c'était l'éducation à ce moment-là, c'était comme ça, hein. Donc, mais c'est sûr que la séparation de la famille à 5 ans, on apprend, on découvre beaucoup plus tard dans notre vie que ça a laissé des traces, hein. Parce que vous avez des souvenirs de ça, quand même? Des premières séparations, ouais, un petit peu de souvenirs, mais je pense que ce qui m'a fait vivre ça à l'époque, hein, après on réfléchit à beaucoup de choses, c'est que j'ai probablement été très très bien préparée, hein, par mes parents. OK. C'est-à-dire que je pense que l'environnement, les médecins, les gens qui connaissaient l'Institut avaient bien expliqué à mes parents que s'ils désiraient que que j'ai une bonne formation, que je m'instruise et tout, il fallait passer par là. Alors, je crois que mes parents m'ont bien conditionné. Il semble, les gens m'ont répété par la suite que quand j'étais là-bas, très jeune, je disais que j'étais contente de venir à l'école pour apprendre et tout. Alors, c'est sûr que j'ai dû entendre ça quelque part, hein. Et d'un autre côté, vous avez pas fait partie de celles qui auraient eu beaucoup de mauvaises réactions, là, probablement. Non, d'une part, je crois que la préparation avait bien fait son travail. Et deuxièmement, dès que je suis entrée dans cette institution-là et que j'ai commencé à étudier, et très tôt, j'ai fait de la musique, beaucoup, je me suis totalement investie dans cet univers-là. Donc, j'ai adoré les études, tout apprendre, tout connaître. C'était d'une curiosité insatiable. Tout de suite. Tout ce qu'on faisait, ça m'intéressait. Dans la cour, des jeux, l'école, des activités de théâtre, des activités de toute nature. OK, vous étiez ouverte à tout, ce qui se passait. Je prenais tout et ça envahissait ma vie. Tu sais, finalement, d'une certaine manière, je me dis, cette passion-là pour les études, pour la découverte et tout, d'une certaine manière, ça m'a sauvée, tu sais, parce que ça m'a pas rendue malheureuse. Je me souviens pas m'être noyée dans l'ennui, vous comprenez? C'est ça. Puis c'est arrivé au tout début de votre vie, en plus, donc... Alors, c'est sûr que plus tard, au moment de l'adolescence, on est plus conscient qu'on est très isolé du monde, hein, on est comme en dehors du monde normal, régulier. Ouais, pas tout à fait avec les mêmes... Alors ça, c'est sûr qu'à l'adolescence, plus difficile à vivre un peu, là. Mais bon, comme j'avais cette passion des études et de la connaissance, je me suis comme je vous disais, totalement investie dans ça et ça m'a gardé à flot, je crois. Et la musique, on sait que c'est très présent dans votre vie. Est-ce que puis je sais qu'il y en a beaucoup qui en jouaient là quand vous étiez au pensionnat, mais est-ce que vous aviez eu un contact avec la musique avant ou si ça s'est découvert? Vous savez, avant, je peux pas m'en souvenir beaucoup parce que quand tu rentres à 5 ans, ouais, c'est sûr. On se souvient de nos jeux, nos petits amis, et tout ça, nos activités. Avant 5 ans, je peux pas dire. Okay. Mais par contre, voyez-vous, je suis rentrée à 5 ans. J'ai fait ma première communion, ça doit être à 7 ans, je sais pas trop, je me souviens pas bien. Et mon cadeau de mes parents, de ma première communion, c'est un piano. Ah, c'est arrivé jeune, ça aussi, là. Alors, mes parents ont vu que j'aimais ça et m'ont acheté un piano pour la maison. J'avais 7 ans. Donc,
je pense qu'ils ont compris que j'aimais ça, j'étais bien là-dedans, et puis ils ont encouragé ça aussi. Moi, j'ai une reconnaissance aujourd'hui infinie à l'égard de ma famille, de mes parents, qui m'ont toujours soutenu, jamais mis à l'écart, encouragé. Donc ça, je pense que c'est un grand privilège dans la vie d'avoir eu ça. Et là, on va faire un saut, mais vous disiez plus tard, vers l'adolescence, on se rend compte qu'on est peut-être un peu différent, un peu isolé, mais en contrepartie, on se demande aussi qu'est-ce qu'on va faire plus tard, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire plus tard. Est-ce que vous vous êtes beaucoup questionné à ce sujet? Est-ce que je crois pas que je me suis questionnée, c'était comme évident pour moi. J'aimais tellement les études, j'en mangeais, je me couchais toujours avec un livre, on venait me l'enlever quasiment pour que je dorme. Je voulais faire des études. Tu sais, je voulais faire des études avancées. Alors pour moi, compléter le parcours à l'école, c'était parfait. Mais moi, là, je me voyais déjà à l'université après, là. Tu sais, c'était pour moi comme une évidence. Je désirais ça, je voulais ça, et jamais personne m'a dit que c'est pas possible. OK, ça, c'est pas quelque chose que vous avez entendu souvent, là. Non. OK. Non, et quand j'ai dit ça, mes parents, ils ont dit, d'accord. Ils ont dit, écoute, si tu veux faire ça, vas-y, fais-le. Alors, c'était comme... Maintenant, est-ce que j'étais sûre que j'allais trouver du travail, etc.? J'étais pas rendue là. Tu sais, mais je voulais me former, je voulais étudier, je voulais aller à l'université. Et puis, je dirais que j'ai pris les moyens. Je vous dis pas que tout ça s'est fait sur un tapis soyeux, là. Ouais, pas tous les jours, sûrement. Non. Il y avait, ça demandait quand même. Mais je crois que ça, c'est une de mes grandes convictions dans la vie. Quand tu es vraiment habité par un grand désir, tu sais, quelque chose, une passion, moi j'appelle ça une passion, je dirais que c'est ça qui a guidé ma vie, en fait, la passion. D'abord, tu dis, je vais le faire, je veux le faire, puis, les obstacles sont quand même sur la route, mais on dirait que tu génères ou tu désires, en tout cas, trouver des solutions et des fois, peut-être d'une façon excessive, le faire coûte que coûte. C'est comme si les efforts étaient jamais trop grands. Okay. C'est curieux à dire, hein, mais c'est le regard que j'ai aujourd'hui sur cette époque-là, mais sur peut-être l'ensemble de ma vie aussi. Et parce qu'à l'université, on s'entend... je crois pas que même aujourd'hui c'est si facile quand on a un handicap visuel. C'est beaucoup plus facile que c'était parce qu'il y a quand même plus de... Il y a des services aussi. Tu sais, aujourd'hui, il y a quand même un peu de services là, d'accompagnement. Puis il y a aussi... les preneurs de notes. Puis oui. À l'époque, c'était rien du tout. Là. Ça, c'était zéro. Pas de manuel, pas de preneur de notes. Tu prenais tes notes toi-même, hein. Et il y en avait pas de service, tout simplement. Fallait que tu te débrouilles et que toi, tu génères ce qu'il fallait pour remettre tes travaux à temps, pour faire tes examens, il fallait tout négocier ça nous-mêmes, hein. C'est ça. Et il y en avait moins qui y allaient aussi. C'était un petit peu nouveau. Je sais pas si c'était nouveau, mais en tout cas, il y avait pas de service. Tu pouvais pas compter sur des services. Ça n'existe. Les services, il fallait que tu te les crées toi-même. Si tu avais besoin de lecteurs, parce que c'est le cas, hein. On a des ouvrages quand même à lire. Ces ouvrages-là n'étaient pas en braille, n'étaient pas audio, n'existaient qu'en imprimé. Il fallait tout, nous-mêmes, trouver des lecteurs, les trouver nous-mêmes. Et nous arranger avec eux pour que le matériel soit enregistré sur bobine. Donc, on fabriquait notre petite industrie, si vous voulez, d'une certaine manière, selon les besoins qu'on avait. Par exemple, quand il fallait
c'est d'accord pour transcrire les textes. Moi, je tapais à la machine, ça va. Mais quand c'était des partitions musicales qu'il fallait remettre, ça, je pouvais pas les écrire. Il y avait pas les services d'informatique aujourd'hui puis les logiciels pour écrire la musique, là. Donc, il fallait trouver des personnes de ressources et leur dicter notre travail. Alors, on avait des devoirs toutes les semaines. Donc, il fallait à chaque semaine trouver des ressources pour préparer la partition qu'il fallait remettre. Ça, c'est un exemple, hein. Oui, c'est un parmi tant d'autres. Oui, c'est ça. Un travail parmi... Mais ça s'est fait. Ça s'est fait. Avec beaucoup de détermination, beaucoup de volonté, parce que je le voulais et je le désirais. Personne ne me l'a imposé. Hein? Est-ce que vous avez trouvé ça quand même difficile Très difficile. Par moment, oui. Très difficile. OK. Mais peut-être ce que j'ai trouvé travailler, quand on est non-voyant, là, il faut pas penser qu'on a le même horaire que tout le monde, hein. Et un travail, ça nous prend toujours beaucoup plus de temps que tous les autres à cause des étapes intermédiaires qu'il faut. Moi, on me disait des fois 3 fois plus de temps. Moi, je calcule pas. OK. Moi, j'y suis arrivée, je vais vous dire vraiment, parce que je n'ai jamais compté mon temps. Je travaillais aussi longtemps que c'était nécessaire pour y arriver. J'ai jamais pensé autant parce que je pense que ça m'aurait complètement découragée, puis j'y serais pas arrivée. D'accord, ben oui. Effectivement, ça peut être un... Mais ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est le contexte social. Beaucoup plus difficile que les études. Les études, j'aimais ça, puis je savais qu'il fallait travailler. Puis j'étais habituée aussi. À Nazareth, on travaillait fort aussi, hein. Les journées étaient longues, hein. Effectivement, il vous gardait occupé, puis... Pas juste occupé, on avait des travaux à faire aussi, tu sais. On étudiait beaucoup, puis comme je faisais aussi beaucoup de musique, puis j'étais un peu dans toutes les activités qui existaient, on n'arrêtait pas, hein. Donc, le rythme de travail, ça, pour moi, ça n'a pas été un drame quand je suis arrivée aux études supérieures. Vous étiez déjà habitué à ça. Très entraîné, organisé aussi, hein. On était quand même bien formés. Tu sais, on était capable de prendre nos notes nous-mêmes, puis organiser notre matériel. Ça, à ce niveau-là, je trouve que l'autonomie dans les études, on l'avait acquise, je peux dire. Mais le côté social, se sentir dans le groupe, dialoguer avec le groupe, des relations copains-copains, ça, j'ai trouvé ça très, très, très difficile. Donc, vous dites, dans l'aspect de relations l'école, sociales. Mais pour travailler, admettons, en équipe ou des choses comme ça, et pour se faire des amis aussi en dehors de... Ben, c'est pas tout à fait en dehors, tu sais, quand on est dans les classes, et puis il y a les pauses, et puis... ouais. Mais... Un peu hors travail. Oui, je me sentais... C'est là que je me sentais très différente. C'était pas dans mes études. Dans mes études, je suivais mes courses pas vraiment avec beaucoup de problèmes. Puis s'il y avait des difficultés avec les professeurs, je leur parlais, je m'entendais avec eux. Mais le contact social, se sentir intégré dans un groupe, être, tu sais, avoir une espèce de vie d'étudiante, aller prendre un café avec les autres, ou des choses comme ça. Ça a été extrêmement difficile. Mais peut-être que c'était moi aussi, j'étais timide quand même, tu sais. Okay. On n'ose pas demander, on ose moins se proposer. J'étais pas certainement très à l'aise à ce niveau-là. Alors ça, j'ai trouvé ça difficile. Je me sentais marginalisée, au fond, socialement marginalisée. Mais, comme je répète, comme j'étais très branchée, on dirait aujourd'hui, j'ai continué quand même. Tu sais, ça m'a pas... Mais ce côté-là était plus difficile à vivre. OK. Et vous y êtes parvenu, forcément. À mes études? Ouais. Ah oui. Mm-hmm. Et là, tantôt, on parlait de travail, mais vous disiez, bon là, je savais pas si j'allais me trouver un travail, j'étais pas encore rendu là, mais ça a fonctionné aussi. Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que ça a été compliqué? De trouver du travail? Mm-hmm.
Au début, pas vraiment, parce que j'ai eu de la chance, parce qu'après mes études à l'université, j'ai fait un autre séjour d'études à l'extérieur, à Paris. J'ai été 3 ans d'études là-bas. C'est vrai, ça, j'ai lu ça sur votre site. Donc, les études se sont prolongées. Mais Paris, c'est quand même pas non plus là la porte d'à côté. Toute seule, hein, partie toute toute seule. Ouais. Ça a été un autre très, très grand défi, là. Ça vraiment, c'en était un énorme, là. Qui a dû faire peur à votre entourage aussi, là. Ben, écoutez, c'est ça que je trouve extraordinaire dans mon parcours, c'est que j'imagine que quand mes parents ont pris conscience que le projet allait aboutir, parce que c'était quand même un de mes professeurs qui m'a encouragé de ce côté-là. Mes parents auraient pu, j'imagine, ils devaient être un peu inquiets, hein, de moi partir tout seul, là. J'imagine. Mais ils ont fait confiance aux gens qui m'entouraient. J'ose croire qu'ils m'ont fait confiance à moi aussi. Et jamais je n'ai senti... Ils auraient pu jouer un petit peu la peur, hein. Ils auraient pu dire, mais hey, comment tu vas faire? Ou non, tu devrais pas. Ou, jamais un mot. D'accord. Quand j'avais un projet, puis sentais que c'était bien organisé, puis que quand même c'était sérieux, ils m'ont laissé aller. T'sais, ils m'ont aidé aussi beaucoup, ils m'ont beaucoup encouragé, mais ils ont jamais joué de la peur ou de l'inquiétude. Mais je peux imaginer qu'ils devaient être très inquiets. D'ailleurs, un incident, c'est pas un incident, c'est positif, un fait qui est éloquent. Ma mère n'avait jamais appris le braille. Elle écrivait pas le braille, tu sais. Un jour, j'étais à Paris, je reçois une lettre en braille de ma mère. Elle l'avait appris elle-même pour m'écrire parce qu'elle s'était aperçue que quand je lui écrivais, là où j'habitais, il n'y avait pas une grande discrétion dans le courrier. D'accord. Et elle s'en est aperçue. Et par elle-même, elle a appris le braille et par la suite, elle m'écrivait en braille. Ça, là, chapeau, hein? C'est quand même bien. Chapeau. Ben oui. Extraordinaire. Elle a appris toute seule. Elle a pris l'alphabet, puis elle a dû travailler beaucoup, hein? Ben oui. Elle a dû mettre du temps et tout ça. Alors, vous voyez, ça a été un autre parcours. Quand c'était le temps de rentrer, ben là, il était temps de commencer à chercher du travail. Alors là, j'ai su qu'il y avait un poste qui était ouvert au Conservatoire de musique de Chicoutimi. J'ai posé ma candidature et à ma grande surprise, je l'ai obtenue. Alors ça a été ma rentrée dans le marché du travail. Et là, bon, à Chicoutimi, c'est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ben c'est ça. Tu rentres de Paris au mois de juillet et puis tu commences à travailler à Chicoutimi au mois de septembre. C'est tout qu'un c'est changement, un saut, là. hein? C'est pas un saut de puce, hein? Est-ce que vous connaissiez, mais là, Pas Paris, du tout. mais Paris, on peut en parler un peu quand même, comment ça s'est passé là-bas, comment vous vous êtes débrouillé là-bas, est-ce que ça a été, 3 ans quand même? Oui, 3 ans, c'est long. Comme je vous dis, il y avait quand même eu une préparation. Là, les contacts avec le professeur avaient été faits par mon professeur d'ici, Madame Gilberte Martin, j'aime bien la nommer parce que je lui dois beaucoup. Aussi, il fallait trouver un endroit pour se loger, hein. Ben oui. Alors ça avait été aussi un peu, planifié, puis des contacts avec la délégation générale du Québec à Paris pour toutes les formalités de résidence et tout ça. Là, il y a pas juste les études, là, il y a tout le quotidien à gérer là-dedans. Ben oui, parce que... Et puis à Paris, moi, je veux dire, le métro, là, il y avait pas de métro quand je suis partie pour aller à Paris, il y avait pas de métro à Montréal, là. Mais non. Alors, ça a été tout un apprentissage. Mm-hmm. Les déplacements dans Paris, la géographie de la ville, qui a pas du tout, il ne ressemble en rien à ce qu'on connaît ici, là. Ça a été des défis au quotidien, je dois vous dire.
Vous dire qu'il n'y avait pas de stress, ce serait une erreur majeure. Il y avait beaucoup de stress. Puis dans ce contexte-là, on était moins habitués au niveau des études, en tout cas moi, à des milieux compétitifs. Alors, c'était des milieux assez compétitifs aussi. Alors, oui, ça a été rude, là, comme apprentissage, je dois dire. Mais j'étais là et il fallait que ça fonctionne. Hein? C'est toujours la même, comment je dirais, le même désir d'y arriver. Hein? Ça jalonne ma vie au complet. Est-ce que vous avez vu une grosse différence avec le fonctionnement d'ici? Est-ce que les professeurs, ça allait bien pour discuter avec eux? C'est autre chose. C'est un autre milieu. C'est peut-être un petit peu plus formel. Comme je vous dis, c'est plus compétitif aussi. Alors ça, j'ai trouvé ça difficile. Est-ce que le côté social, ça a été difficile aussi? Petit à petit, ça se construit, ça. Hein? Quand tu arrives, tu ne connais absolument personne. Hein? Mm-hmm. Donc, ça s'est construit avec le temps. Oui, mais j'ai eu quand même, au fil du temps, des rencontres avec... Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était plus de côtoyer les Parisiens. Là. Tu sais, je me disais, je suis à Paris, c'est pas pour vivre avec les Québécois, rester à la cité canadienne et tout. Et j'ai eu la chance quand même de rencontrer des familles, des groupes, des gens. J'ai été accueillie aussi, socialement, là, par des personnes avec lesquelles je suis encore en communication d'ailleurs aujourd'hui. OK, ça que vous avez eu quand même... Oui, j'ai eu... Des bons contacts. Oui, j'ai eu des bonnes opportunités, là, quand même. Mais ça se bâtit au jour le jour. Puis, déjà, la langue posait un problème dans le sens que, bon, je parlais bien français quand même, mais à la québécoise, hein. Et puis, des fois, à l'époque, en tout cas, on rencontrait beaucoup de Parisiens, que ce soit dans les magasins ou dans la rue ou n'importe, qui nous soulignait toujours qui me soulignait toujours mon accent et qui me reprenait sur la prononciation. Mais déjà très timide et très stressé, là t'avais quasiment peur de t'ouvrir la bouche parce que tu disais mon Dieu, on va me dire encore que je parle pas comme il faut. OK. Donc que je viens du Canada avec un petit sourire un peu méprisant. Alors, mais ça vient beaucoup. Je ne les critique pas, eux. Si moi je l'ai perçu comme ça, c'est que je manquais de confiance. Parce que si j'avais vraiment eu plus confiance en moi, je me serais pas perturbée avec ces remarques, au fond, pas tellement importantes, finalement. Ça aurait pas eu le même impact. Ça aurait pas eu le même impact. Mm-hmm. Mais déjà, tu te sens insécure, tu te sens... je ne sais pas, peut-être pas correct ou pas comme il faut, ou pas parfaite ou pas. Bon. Alors tous ces petits détails-là s'ajoutaient au stress. Mais bon, l'important, j'étais là pour étudier. Il fallait que je fasse mon parcours et que j'y arrive. Hein? Et là, est-ce que vous êtes revenu au Canada pendant ces 3 ans-là ou pas du tout? Je suis revenue après la 2e année. Ah, d'accord. J'ai été 2 ans. Là, je suis revenue l'été et je suis allée faire ma 3e année. D'accord. Et là, tantôt, on s'en allait là vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean parce que là, bon, là aussi, il y a un accent. Là. Exactement. Et là, comment ça a été un choc? Un choc culturel ou ça a été pas si pire? Un choc culturel. Pas un choc de l'envergure de Paris, là, quand même. Mm-hmm. Mais c'était le début de la vie professionnelle. Alors, c'était plus de ce côté-là que les choses s'organisaient. Là, il fallait aussi voir à son matériel. Là, je faisais de l'enseignement, donc pendant tout l'été qui a précédé, il a fallu que je m'occupe de me procurer tout le matériel dont j'avais besoin pour enseigner là-bas. Et puis... on était au conservatoire, c'était les débuts du conservatoire de Chicoutimi, ça, les premières années.
Donc, les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont des gens très, très fiers, hein, et qui travaillent beaucoup, qui veulent réussir, sont très ambitieux, en général, là, je parle. Donc, non, c'était bien accueilli, j'ai été bien encadré. Au début, ça s'est vraiment très bien passé. OK. Mais parce que il était au courant avant de vous engager que vous étiez... Oui. Ouais. Ah ben oui. Et ça les inquiétait pas outre mesure? En tout cas, ils me l'ont pas trop fait sentir au début. C'est sûr qu'après, il y a eu, bon, enfin, comme dans toutes les relations de travail, hein, c'est pas le beau fixe tout le temps, là. D'accord. Mais, bon, avec les élèves, ça se passait très, très bien. Et les élèves devaient quand même être curieux à ce sujet? Ils devaient quand même vous poser des questions? Non, les élèves posent pas, non, ben, il y avait des jeunes là-dedans. Non, ils posent pas, je peux pas dire non, ça pose pas de questions. D'accord. Ils voient comment tu fonctionnes, mais toi aussi, tu apprends à fonctionner aussi, hein. Tu t'organises quand tu enseignes, tu es dans une classe, il faut que tu aies quand même un contrôle de ta classe, hein. Et il faut pas que les gens se mettent à se promener partout, puis à essayer de... Tu sais, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant et avoir des stratégies qui te... En tout cas, qui t'aident à pas perdre le contrôle de tes classes. Alors, il y a une espèce de confiance qui finit par se développer, je trouve. Mais il faut y mettre du sien, hein. Ah, j'imagine, parce que même pour un professeur qui voit, je veux dire, c'est pas... Oui. Mais au conservatoire, il faut quand même dire que c'est pas des grosses classes de 30, là, hein. Ouais, alors, fort c'est des classes plus petites quand même. Ça doit aider. Ça aide un peu tout de même. Mais non, avec les élèves, ça toujours. Moi, j'adore d'ailleurs l'enseignement. Je trouve que c'est un contact formidable qui se développe. Et quand tu réussis à gagner la confiance de tes élèves, c'est comme un petit miracle. Ça, pour moi, c'est très très important de développer cette relation de confiance et de respect des élèves. Puis comme vous l'avez dit, ça s'est fait. Ça s'est fait. Ça s'est fait. À un moment donné, ça s'est mis à moins bien fonctionner, donc vous avez changé de travail. Vous êtes revenu... Oui, à un certain moment, pour des raisons personnelles, je devais revenir à Montréal ou plus près de Montréal. Les conservatoires, il y en a plusieurs, hein, au Québec. Oui, quand même. À Québec, à Trois-Rivières, etc., à Hall et tout. J'ai essayé d'obtenir un déplacement pour me rapprocher de Montréal et je n'ai pas réussi. Ah, d'accord. Là, je pourrais dire que j'ai posé un geste téméraire quand on est jeune. Ben là, moi, j'aurais tendance à dire que c'était pas le premier, quand même. Non, mais là, ce que j'ai fait, oui, j'aurais peut-être pu faire autrement, parce que j'étais déjà permanente, hein. J'avais un poste permanent, là, au gouvernement, au conservatoire. Alors, si j'avais pu être déplacée, revenir, je serais restée quand même dans le contexte des conservatoires, puis j'avais ma permanence, donc j'avais un emploi assuré, hein. Mais d'avoir votre permanence, ça les obligeait pas, entre guillemets, de vous accommoder au niveau non, ça ne les obligeait pas. C'était à moi de rester là où j'étais. D'accord. Hein, le choix que j'avais, c'était de rester où j'étais. Mais comme ça n'a pas fonctionné et que j'étais jeune et je me disais, bon, j'ai quand même une bonne formation, j'ai de l'expérience maintenant, quand même. Je peux pas croire que je pourrais pas me trouver autre chose. Donc, vous avez quitté. Exactement. C'est ce que j'appelle un geste téméraire. D'un autre côté, tu sais, quand tu regardes ça avec le recul, tu te dis, vas-tu te cantonner dans une situation qui n'est pas saine, qui n'est plus saine, pour le reste de tes jours, juste parce que tu as une permanence? Ben, je pense que non, faut pas... Alors, la réponse, c'est ça. Mais
Voilà. Alors, je me suis comme mis encore dans une situation assez, ouais, pas facile. Mais ça n'a pas été aussi facile de se replacer après. Par contre, ça a été difficile. D'accord. Mais je me suis pas retrouvée dans le domaine que j'aurais souhaité, parce que moi, le conservatoire, j'étais très heureuse de ça. Sinon, je souhaitais enseigner à l'université ou au collégial, quelque chose comme ça. Et ça n'a pas fonctionné. D'accord. Alors là, il fallait travailler quand même. Alors là, je me suis retrouvée dans l'enseignement public au secondaire. Là, on change aussi de créneau. Là, ouais. Parce que là, vous parliez... On change de créneau, on change de métier, on change de milieu. Et surtout, on chemine vers un rêve qu'on n'obtiendra pas. Ouais. Ça a été difficile. Ça, au mi-temps de ma vie, je peux dire que là, mon père avait une phrase qu'il répétait tellement souvent quand on était jeune. Quand on veut, on peut. Il répétait ça, là. Tu sais, c'est comme un leitmotiv. En voulant dire, si tu veux quelque chose, fais ce qu'il faut pour l'obtenir. Si tu le veux vraiment, tu vas l'obtenir. Et moi, naïvement, j'ai cru ça à 100%, jusqu'au mi-temps de ma vie. OK, au mi-temps, là, il s'est passé quelque chose. Là, j'ai compris que il y avait des limites. t'as beau vouloir, mais si quelqu'un d'autre ne veut pas, ça peut avoir un poids. Ça marche pas. Mm-hmm. Et là, la prise de conscience de cette réalité-là, ça a été un coup vraiment très, très, très difficile à assimiler. Parce qu'avant, c'est comme si j'avais eu la conviction, si quelque chose ne fonctionnait pas, jusque-là, je me disais, Nicole, t'as probablement pas fait la bonne affaire. T'as pas fait ce qu'il fallait. C'est toi qui as eu tort, ou, je sais pas, t'as pas fait une bonne entrevue, ou t'as pas fait une... J'étais responsable. Le blâme de ça, là. J'étais responsable de tout ce qui marchait pas. Mais à un moment donné, là, faut que tu comprennes, hein, que, non, c'est vrai, ça, en partie, mais c'est pas vrai dans l'absolu. Alors, ça a été dur, ça, à avaler, là, disons, puis à assimiler. Donc, en revenant de là, comme les postes qui se présentaient, c'était l'enseignement secondaire, je me suis dit, écoute, tu vas pas passer ta vie à attendre la merveille, prends-le, puis fais-le. Tu sais, au moins, tu vas avoir la satisfaction d'être autonome, de gagner ta vie. Puis tu vas apprendre aussi l'expérience de côtoyer un autre milieu complètement. Puis de transmettre vos connaissances à d'autres. Puis, oui, et puis se mettre au défi. Mais là, les classes du secondaire, là ça devait être des grosses classes. Là, c'était des grosses classes, puis c'est pas du monde spécialisé en musique, là. C'est ceux qui font de la musique au secondaire 1 heure par semaine. Dans le cours obligatoire? Oui, c'est ça. Alors, évidemment, là... C'est plus pareil. Là, c'est plus du tout la même chose. Mais, par contre, tu sais, quand tu regardes ça avec le recul, tu te dis... J'ai beaucoup appris quand même sur la vie, sur les relations avec les gens, sur les contextes, sur la relation avec les parents, sur, tu sais, même si on fait pas ce qu'on désirait faire. Fondamentalement, c'est un rêve, hein. On apprend beaucoup quand on s'y investit. Mais ça a été aussi très difficile compte tenu du fait que je voyais tout de même pas, hein. Donc, mais encore là, c'est toujours la même histoire, hein. Trouve des moyens, travaille, entoure-toi. Tu rentres de l'école à 4 heures, tu travailles jusqu'à 9-10 heures le soir pour préparer tes choses, pour faire tes corrections. Trouve-toi du personnel pour t'aider à faire les corrections, etc., etc. Tu sais, c'est tout ce que fait tout le monde, mais dans ma condition ou des conditions semblables aux miennes, il faut investir ce que ça exige.
si tu n'es pas prêt à cette espèce de dépassement de travail, bah, tu y vas pas. Pour moi, là, c'est comme ça, là, parce que il faut que tu aies une raison majeure. Tu sais, on n'est pas masochiste, travailler pour travailler, là. Non. On travaille pour une cause ou une raison ou un engagement. Mais à ce moment-là, ben, on calcule pas. On calcule pas son temps, on calcule pas ses énergies. On fait ce qui est nécessaire. Je dis on fait, je parle de moi, là. Je donne pas d'ordre à qui que ce soit. Non, mais comme ce que la majorité, j'imagine, des gens qui veulent réussir font aussi. Là. Et puis, après ça, là aussi, c'est devenu, à un moment donné, trop, là. Et il s'est mis sur ma route un autre virage, on peut dire. Dans le milieu de la déficience visuelle, on commençait à se développer des programmes là pour fournir du matériel scolaire aux étudiants qui étaient en situation d'intégration, parce que là, l'intégration était arrivée. Pas pour moi, là, mais pour les plus jeunes. Et ils ont commencé à développer un programme pour faire un code pour le braille. Oui. Pour la normalisation du braille. C'est Paul-Henri Buteau qui avait commencé ça, enfin, avec le ministère de l'Éducation. Et un jour, je reçois un appel me disant « Est-ce que le dossier t'intéresserait de poursuivre le travail de recherche sur la normalisation du braille? » Ça, c'était bien loin de moi, hein. Ben, c'est-à-dire que moi, j'étais une usagère du braille depuis toujours, c'est sûr. Ça a toujours été mon outil de travail dans tous les domaines. Mais c'était pas là-dedans que j'avais vu mon avenir, là. Alors, je me disais, oh, je suis en musique, moi. Ouais, vous avez pas vu le lien vraiment au début. Oui, puis là, j'ai sauté une étape, et je reviendrai après. Mm-hmm. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Hein? Ça me faisait bien mal au cœur de penser que je quitterais d'une certaine manière, pas complètement, par exemple, l'enseignement, mais l'enseignement dans les institutions. Ça a été très, très, très difficile de penser à ça. Par contre, là aussi, je me suis dit, est-ce que je suis prête à tenir le coup dans l'enseignement secondaire jusqu'à ma retraite? Oui, vous aviez des grands questionnements, hein? Mm-hmm. Compte tenu des conditions dans lesquelles ça se vivait, tout ça, je me suis dit... Ça donnait peut-être l'envie de... Là, je pense que là, il y a eu une question de est-ce que... Faut que je garde ma santé, là, moi aussi. Hein? Aussi, bien sûr. Alors, il y a eu une entente entre la commission scolaire et le ministère pour un prêt de service, pour aller travailler sur le code, là, sur la normalisation du braille. Alors, j'ai été prêtée au ministère, et ensuite, il y a un programme qui s'est développé à l'Université du Québec, et donc là, j'ai passé la main, j'ai changé de domaine, là. Je me suis investie dans tout le processus de normalisation et je me suis retrouvée à l'Université du Québec avec ce dossier-là, puis la publication du premier tome, etc. Et là, excusez un peu mon ignorance, là, puis je sens que il y en a qui vont peut-être dire, ouais, il est technicien braille, mais il connaît pas beaucoup l'histoire du braille, mais avant ce code-là, c'était quoi? Il y en avait pas de code. Il y avait pas de code du tout. Ben, c'est-à-dire, vous savez, le fait que l'enseignement se faisait dans les institutions spécialisées. Alors, il y avait une transmission orale et pratique de connaissances. C'était souvent, tu sais, les gens savaient comment on traitait un paragraphe, comment on disposait les titres, toutes ces choses-là, c'était fait un peu par transmission orale, mais il n'y avait pas aucun code qui existait pour normaliser ça.
Mais là, à partir du moment où le gouvernement allait financer le matériel en braille pour tous les étudiants, ben là, il voulait quand même qu'il y ait de l'ordre là-dedans, que chacun fasse pas un peu n'importe quoi, n'importe comment. D'ailleurs, c'était intéressant, mais même moi, quand j'étais à l'école, où il n'y avait pas de code, là, quand j'étais étudiante, si vous aviez un document français, la présentation n'était pas du tout de la même manière. Au lieu d'aller à la ligne pour faire un paragraphe, ce que vous connaissez, là, aller à la ligne puis faire 2 espaces pour le renfoncement du paragraphe, ben, eux autres, en Europe, ils faisaient pas ça. Ils mettaient le point 3 à la fin du paragraphe, et puis toi, tu devais comprendre qu'après le point 3, là, ce qui continuait, c'était un nouveau paragraphe. C'est qu'on continuait sur la même ligne. Exactement. D'accord. Alors, donc, le gouvernement a désiré mettre de l'ordre, puis que tout le monde puisse se comprendre en échangeant les documents, en procédant de la même manière. Alors, c'est comme ça qu'ils ont développé un projet pour élaborer un code, et ce code-là devait être suivi par tous les producteurs de matériel en braille. C'était le premier. En fait, c'est le premier code de langue française qui a été fait. D'accord. Les États-Unis avaient commencé un peu avant, ce qui ont servi un peu de modèle quand Monsieur Buteau a commencé. Mais là, il fallait quand même adapter. Puis tu sais, à l'époque, on n'avait pas de symbole pour le soulignement, on n'avait pas de symbole pour les caractères grands, on n'avait pas de symbole pour les... Mais c'est parce que l'édition en imprimé a beaucoup évolué aussi. Aussi. Hein. Mm-hmm. Alors, j'ai travaillé donc là-dessus jusqu'à... Il y a eu 2 éditions du premier code, en 89 et en 96. Après ça, j'ai continué là-dedans, enfin jusqu'à ma retraite, parce qu'ensuite, on a abordé la question du graphisme tactile. Oui, puis ça aussi, c'est intéressant. Le graphisme tactile, on parlait pas de ça, hein, on n'avait jamais entendu parler de ça. Et quand on a travaillé sur le code, le premier tome, on n'avait pas fait tous les sujets. Les gens disent, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes les images qu'il y a dans les manuels scolaires? Là, on n'a aucune norme pour gérer ça. Et ils voulaient mettre ça un peu comme un chapitre du code, tu sais, comme un des éléments. Mais là, j'ai dit, écoutez, là, on est plus du tout dans le même monde, là. Tu sais, le braille, t'as l'alphabet qui existait, c'était tout, c'est un A, c'est un A, ça change pas, mais j'ai dit l'image, il y a pas de code. Oui, puis il y a beaucoup d'interprétations. Il y a beaucoup d'interprétations. Une chaise peut avoir 50 présentations différentes. Tu sais, je parle visuellement. Non, j'ai dit là, on peut pas mettre ça un seul chapitre du code. Il faut que ce soit complètement un autre code, une autre approche, une autre pensée. Il y a pas d'équivalent. Alors là, ça a été... Mais là, on partait de beaucoup plus loin, là. Le braille était structuré, l'alphabet était organisé et tout. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. C'était pour la mise en page, pour le format. Mais la pensée était... On abordait... Alors là, il fallait aller beaucoup plus loin, analyser l'image, trouver... On peut pas reproduire une image d'un manuel tel que, en faisant le tracé. Ben non. Il faut savoir pourquoi on met l'image, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce que, même aussi loin que, qui n'est pas réglé à mon avis, cette question-là, qu'est-ce que le doigt peut percevoir comme tracé? Le braille, ça avait été bien normé, tel espace entre les points, tel espace entre les lignes. C'était tout bien réglementé, ça. Mais on ne savait pas, puis on ne sait pas, je pense encore vraiment, moi j'ai fait quelques expérimentations là-dessus, qu'est-ce que le doigt peut percevoir? À quelle distance tu vas mettre 3 ou 4 lignes très très proches? Mais à quel moment tu ne les sens plus, tes lignes, si elles sont trop proches? Tu les sens comme une ligne au lieu d'être capable d'en compter 5. Alors, toute cette question de la perception tactile venait... Alors là, on rentrait dans un autre monde complètement, qui n'est pas réglé, non? Il n'y a pas eu de code de sortie pour régler toute cette question-là, que je veux pas trop m'avancer là-dedans, parce que c'est assez compliqué, non? Effectivement, ça peut... Mais c'est devenu passionnant. C'était quand même quelque chose. En fait, je dirais pas ma consolation, mais enfin, ce qui m'a intéressé dans le domaine de la recherche après la musique, mais parallèlement, je dirais,
c'est cette dimension de la recherche. C'était quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est de se documenter, de réfléchir, d'essayer de trouver comment on peut procéder intellectuellement. C'était quelque chose de stimulant. Mais tout à l'heure, j'ai dit que j'ai sauté une étape. C'est vrai que j'ai sauté une étape. Après avoir quitté le conservatoire et d'être entré dans le milieu des commissions scolaires, je voulais encore maximiser mes chances pour avoir un poste à l'université. Alors, je me suis dit, bon, j'ai un bac, j'ai une maîtrise, j'ai mes études en Europe et tout. Si je veux avoir un poste à l'université, il me faut un doctorat. Oh, d'accord. Alors, je l'ai entrepris, tout en travaillant à la commission scolaire. J'ai commencé ça. Et puis, bon, pour faire court, ça, je l'ai eu. J'y suis arrivé, je l'ai eu. Et là, je me disais, ils pourront plus me dire, t'es pas qualifié, ou t'as pas ce qu'il faut pour avoir le poste, et ça. Bon, j'étais qualifié, voilà. Donc, c'est une autre belle réussite, quand même, qui a demandé sur moi. Oui, mais le poste n'est pas venu. C'est ça. On vous a donné on vous a reproché de pas être assez qualifié, mais une fois les qualifications obtenues, le poste n'est pas venu. Bon, indirectement, vous allez dire, j'ai travaillé à l'université, comme chargé de projet, tout ça. Oui, pour le graphisme, pour le braille et le graphisme, mais j'ai pas eu de poste à temps plein. Alors voilà, ça c'est l'histoire de ma vie professionnelle. Nicole, des fois, on entend parler assez souvent quand même de votre site Internet qui, en plus, a un nom qui est assez évocateur, qui s'appelle Tout voir. Et c'est sûr que vous n'avez pas choisi ça là au hasard comme ça. Là. Mais comment vous est venue l'idée de, premièrement, bâtir un site comme celui-là? Ça faisait quand même, ça c'est un projet de retraite. C'est-à-dire que ça avait commencé un peu avant, quand je travaillais toujours en recherche. J'avais commencé à réaliser que ce serait bien que j'ai un site pour entrer en contact avec d'autres chercheurs qui travaillaient dans des domaines connexes. Mais il y avait quand même un défi à ça, faire un site Internet qui soit mon objectif. J'avais 2 objectifs, c'est qu'il soit visuellement agréable à regarder et qu'il soit aussi confortable à naviguer pour moi. Ça, c'était quand même un grand défi à l'époque. Et puis j'en ai eu un certain temps à l'université. Et après, quand j'ai quitté l'université, j'ai cherché des maisons ou des personnes, ou en tout cas des ressources pour monter un site là, personnel, cette fois non attaché à une institution. Ce qui s'est pas avéré facile. Dès que je m'adressais à des organismes, des bureaux, dès que je parlais de jazz ou d'adaptation, d'accessibilité. Oh là là, c'était un nom catégorique. Alors c'était un petit peu laborieux. Finalement, j'ai trouvé une firme qui a accepté de faire le montage du site, parce qu'il faut lui donner quand même une forme, un aspect, un style, etc. Moi, je connaissais pas grand-chose là-dedans. Et puis, ça s'est développé. Enfin, on a discuté comment l'organiser. Et là, finalement, j'ai choisi de le faire en 2 volets, c'est-à-dire une part de l'archivage, parce que, au cours de toutes ces années, j'ai fait différents projets de recherche, j'ai écrit dans différents domaines, et au fil du temps aussi, les outils de publication et de stockage du matériel changeaient. Quand j'ai commencé à écrire, il n'y avait pas d'ordinateur, Quand même, Ouais, c'est ça. Alors là, je me disais, comment rapatrier tout ça, puis faire une espèce de synthèse et regrouper quelque part tout ce que j'ai écrit. Il y a des choses qui avaient été publiées, puis il y a des choses qui n'avaient pas été publiées aussi.
Alors, je l'ai bâti en 2 parties, c'est-à-dire la première partie qui s'appelle « Au fil du temps ». Ça, c'est l'archivage. Alors, dans le domaine de la musique, de l'enseignement, du musée, tout ça. Et une autre partie de mon site qui est un blog, parce que j'aime bien écrire. J'ai toujours aimé écrire. Mais là, je voulais que ce soit l'écriture plus spontanée. Alors, mon blog s'appelle « Billet d'humeur ». C'est-à-dire que j'écris quand j'ai quelque chose de spontané, une émotion, ou en tout cas un commentaire à faire plus personnel, qui ne répond pas à des normes de recherche, là. Et puis, le titre, ben ça, je l'avais déjà choisi à l'université, parce que ça reflète un peu ma vision de ma vie. Tout voir, c'est-à-dire que j'ai toujours été blessée, vexée ou contrariée par le fait que souvent les gens, ils aiment pas ça qu'on dise le mot voir parce qu'on voit pas. Mais je me dis, mais qui a dit que le mot voir n'avait qu'un sens, qu'on voyait juste avec ses yeux? Percevoir, c'est pas juste visuel, la perception est aussi la sensibilité, la représentation qu'on se fait des choses, l'appropriation des émotions et tout. Alors je me dis, même qu'on voit pas, et aussi le mot « tout » avait pour moi un sens, c'est pas parce que je ne vois pas que je vais, moi, m'interdire de ne pas accéder à quelque chose. Tu sais, j'aime... Évidemment, jeune, là, je me suis calmée un petit peu, là. Mais jeune, je posais tout le temps des questions. Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a devant? Comment c'est la vitrine? Comment telle personne est habillée? Quelle couleur est cette fleur? Tout le temps. Vous aviez l'intérêt des détails. La soif de la connaissance de l'environnement, de m'approprier. C'est comme une gourmandise, hein, de connaissances. Et c'est parce que quand je demande ces choses-là, c'est que je me les reproduis dans mon esprit. C'est comme si je les voyais, je pensais à ça tout à l'heure, je me disais, au fond, c'est un peu comme si mon esprit était une caméra. Et il prend une photo de mes pensées. Et je revois dans ma tête, si vous voulez, un peu dans ma tête, évidemment, je ne vois pas en vérité. Alors, c'est comme si ce type de vision-là m'appartient et j'ai comme envie qu'on le comprenne, ou en tout cas que moi, je me sens à l'aise avec ça. Moi, quand je dis tout voir, je me sens pas mentir, je me sens pas... Oui, j'ai le désir de connaître, de percevoir et de me représenter les choses qu'on me raconte ou que j'imagine aussi, hein. Alors, c'est pour ça que mon site s'appelle « Tout voir ». Et on en parlait un petit peu tantôt, mais bon, il y a des gens qui s'amusaient à nous dire pourquoi vous dites que vous lisez un livre alors que vous l'écoutez avec un livre audio, ou d'écouter la télé et non pas de la regarder, puis tout ça. Et bon, on s'est dit, voyons, vous l'avez expliqué, de toute façon, on va percevoir ça différemment, mais on va pas quand même tout changer notre vocabulaire. Et moi, quand je suis allé visiter votre site, je suis tombé sur quelque chose que vous aviez écrit concernant la mode au Québec, puis tout ça, puis je me disais, bien oui, tu sais, on peut s'intéresser quand même à la mode, on peut... vous parliez d'un film que vous aviez vu, puis je me disais, c'est exactement ça, je veux dire, c'est... Mais je pense aussi qu'il faut... Il y a ça, là, parce que moi, c'est cette espèce de besoin. Mais je me dis, est-ce, comme j'ai dit un petit peu tout à l'heure, quand même, on voit pas. Est-ce qu'on va s'interdire l'accès à des choses? On peut pas tout saisir. C'est sûr, quand je vais à une conférence sur la mode, bon, quand il explique et tout, s'il montre fait des projections, évidemment, les projections, elles m'échappent. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a certains éléments d'une projection qui vont m'échapper que je dois m'interdire d'aller à une conférence qui vont me raconter des tas de trucs sur la mode et sur l'histoire. D'ailleurs, ça se limitait pas à ça, c'est tout le contexte social. C'est la même chose au théâtre. J'aime beaucoup aller au théâtre. C'est évident qu'à certains moments, peut-être de plus en plus aujourd'hui, parce que la façon de faire les mises en scène est beaucoup plus visuelle.
c'est sûr qu'il y a des éléments qui m'échappent, mais est-ce que c'est parce qu'il y a quelques éléments qui m'échappent que je vais dire, je ne vais plus au théâtre? Écoute, tout le texte, toute l'ambiance, tout le climat, l'émotion, la musique, je l'absorbe. Et très souvent, d'ailleurs, quand on échange avec des gens, après une pièce de théâtre, je m'aperçois que bien des choses que j'ai saisies, que d'autres n'ont pas saisies, c'est pas pour me dire meilleur, c'est juste pour me dire que je suis attentive et il y a beaucoup de choses qui me touchent, qui me nourrissent. Alors je me dis, bon, c'est la même chose pour le cinéma, hein? Mais le cinéma, je vais pas au cinéma muet, hein? J'imagine quand même. Et puis il y a la musique. Il y a le mouvement, un film que j'ai vu l'autre jour, je me disais, mon Dieu, c'est extraordinaire. La sonorisation du paysage, t'entends le mouvement de l'eau, la qualité. Je parlais de ça avec des amis, ils m'ont dit, je suis pas remarqué sur moi. Voilà. Et puis au théâtre, c'est la même chose. On va beaucoup s'imprégner du texte, des dialogues. De l'intonation, de l'intensité des comédiens. Tu sais, alors je me dis, c'est pas parce on voit pas, oui, mais il y a pas que la vue dans la vie, il y a tout le reste, puis il y a tout notre bagage perceptuel de sensibilité et en général, on investit beaucoup dans notre attention aux choses, hein. On est présent, on essaie de pas être trop distrait pour capter le maximum de ce qui nous est offert, au fond. Et il y en a beaucoup moi, qui sont je vis ça comme ça et je me gêne pas d'aller au cinéma ou au théâtre ou à une conférence ou non, parce que évidemment, comme je vous dis, le cinéma muet, j'irai pas là. Mais parce que je suis convaincue que pas juste convaincue, je sais que ça m'apporte beaucoup, ça me nourrit beaucoup. Alors, c'est ce que je cherche. Mais vous avez fait encore plus que ça, parce que là, on va parler des visites au musée. Est-ce que c'est vous qui avez commencé ça? Comment que ça s'est venu? Écoutez, ça aussi, c'est une passion qui remonte à très loin. Je veux pas trop m'étendre, mais d'abord, je dirais peut-être dans ma famille, parce que mon père était de métier photograveur. Et mon père, au fond, avait une nature contemplative, c'est-à-dire qu'il observait beaucoup, était très attentif et racontait beaucoup ce qu'il voyait, ce qu'il percevait. Puis ça m'a probablement beaucoup marqué et beaucoup touché. Alors, il y avait cet intérêt pour le visuel, pour l'art aussi dans ma famille. Ensuite, quand je suis allée pour mes études en Europe, j'ai rencontré des amis, dont une peintre. Puis elles allaient faire un voyage en Hollande pour visiter les grands musées de Hollande. Ils m'ont offert d'aller avec elles, un autre cadeau de la vie. Écoute, j'étais absolument ravie. Alors, elles m'ont décrit des quantités de tableaux. Donc, j'avais déjà ça beaucoup. Même quand j'étais adolescente, j'écoutais des émissions à la télévision sur l'histoire de l'art, l'art comparé, c'est-à-dire à une époque donnée, par exemple, la peinture, l'architecture, la poésie, la littérature. Est-ce qu'il y avait des traits communs? Puis moi, c'est sûr que si j'avais vu, ça aurait été un domaine qui m'aurait absolument passionné, l'art comparé. Alors, quand je suis revenue ici, souvent j'essayais de demander au musée d'aller faire une visite, mais les musées étaient vraiment pas très ouverts. Je pense qu'ils avaient bien peur qu'on touche à quelque chose, là. Ils voulaient pas du tout que vous alliez au musée? Même si j'allais avec des amis et tout ça, je me sentais surveillée par le gardien. OK. Et j'ai fait aussi des contacts avec le Musée des Beaux-Arts au début, mais ça fonctionnait un tout petit peu quand ça pouvait être parrainé par des associations. Mais c'était difficile. Donc, moi, je vous dirais que ça fait 30 ans, 40 ans, et plus que de temps en temps, j'essaie de
faire avancer un peu les choses. Et il y a quelques années, par un hasard, comme je disais tout à l'heure, hein, les bons croisements qu'on appelle ça, j'ai rencontré une personne au Musée des Beaux-Arts qui a cliqué, là, quand j'ai parlé de ça, que les non-voyants pourraient aller au musée, si on avait des bons guides et si on donnait aux guides des formations pour expliquer comment décrire. Parce que les gens pensent qu'on peut décrire n'importe comment. C'est non, hein. Il y a des façons de décrire pour nous permettre, après, de visualiser. On peut pas dire, là, il y a ça, il y a une table, il y a une chaise, il y a une personne. Non, non. Il faut situer ça dans le cadre, dans le contexte, etc., puis décrire une sorte d'ordre. En tout cas, je vais pas aller trop dans le détail là-dedans. Et cette personne-là, là, a vraiment compris que les non-voyants pouvaient aller au musée si on leur donnait les moyens, évidemment, de découvrir les œuvres. Et là, j'ai collaboré, si vous voulez, avec cette personne-là et le musée des Beaux-Arts de Montréal, qui a mis sur pied un programme de visite spécifique pour les non-voyants 2 fois par mois. Une fois dans la collection permanente, puis une fois quand il y a des expositions temporaires, comme actuellement c'est momies, là, les momies égyptiennes. Alors, il y a eu des rencontres avec les guides pour essayer de donner des repères pour savoir comment procéder, comment expliquer. Parce que quand on voit tout d'abord, puis si on veut s'attarder un peu, on va dans les détails. Pour nous, c'est exactement le contraire. Hein? Il faut qu'on nous fournisse les détails comme si on nous donnait des morceaux de casse-tête. Et nous, on fait l'assemblage dans notre esprit, bien entendu, pour nous représenter les images. Alors, ça, évidemment, je suis très contente de ça. Pour moi, bien sûr, mais surtout pour tous les non-voyants qui pourraient être intéressés. Je sais que c'est pas un intérêt évident pour tout le monde, mais ça, c'est pas nécessaire non plus. Puis je me dis, quelquefois, faire l'expérience de voir qu'est-ce que ça nous donne, qu'est-ce qu'on ressent, parce qu'au bout de la ligne, on veut une émotion si on va au musée, hein? Bien on sûr. veut ressentir quelque chose. Mm-hmm. On veut se rappeler de quelque chose. Alors, j'espère que c'est une évolution qui va tenir, qui va peut-être, j'espère, se développer ailleurs. Mais évidemment, il faut des gens intéressés aussi. Si les gens n'y viennent pas, ben, peut-être les institutions sont pas empressées d'offrir le service. Mais, en tout cas, moi, je suis convaincue que, pour moi, ça m'apporte beaucoup. Je pense que ça peut aussi apporter beaucoup. Parce que, il y a l'image qu'on décrit, mais il y a tout le contexte aussi, hein, socio-culturel qu'on découvre à travers ça. Les styles selon les époques, etc. En tout cas, je m'emballe quand je parle de ce sujet. Je vais m'arrêter. Mais là, vous avez quand même quelques habitués qui vont. Oui, absolument. Qui sont intéressés. Oui. Et, moi, je peux dire, j'ai jamais été dans la visite, comment vous l'avez appelé, la visite, le programme? Ben, il y a 2 visites par mois. Il y a dans la collection permanente, à ce moment-là, tu sais, c'est toutes les œuvres qui sont dans le musée. Puis là, le guide choisit quelques œuvres qu'il nous explique. Et il y a aussi les visites temporaires. Mais ça, dans les visites temporaires, des fois, il y a des gens qui viennent un petit peu plus parce qu'on en parle un peu plus. Et puis aussi, ça peut être des fois sur des sujets, c'est des sujets plus spécifiques. Alors, si on a un intérêt particulier pour un sujet, ben, c'est le moment de se joindre au groupe et au fond de faire l'expérience finalement pour s'apercevoir si ça nous plaît ou bien si ça nous plaît pas, si ça nous convient pas. Écoutez, il y a pas de. Puis à part ça, il y a pas juste le musée des Beaux-Arts, il y a d'autres musées. Le musée Stuart avait commencé à offrir des visites. Le musée Stuart, c'est un musée d'histoire, hein. Oui. Et c'était intéressant aussi ce qu'il faisait, mais là, il y a eu des changements de structure et là, ça ne fonctionne plus pour l'instant. Il y a aussi le musée d'art contemporain et des fois, le musée d'art contemporain, il y a eu récemment aussi une visite avec un atelier où on pouvait manipuler de l'argile, faire des moulages. Alors, je pense qu'il y en a un petit peu
pour tous les goûts et pour toutes les tendances si on est un petit peu curieux. Mais Et si on ne s'interdit pas aussi de franchir des lieux où on n'a pas l'habitude d'aller. Il y a une ouverture, au moins pour nous laisser y aller, puis Maintenant, nous oui. expliquer. Tandis puis que tout ça. moi, pendant tant d'années, c'était plutôt une bataille, une revendication. C'est disons. ça. Tandis que maintenant, il y a des programmes. Et là, c'est un programme que c'est les non-voyants qui sont ensemble là avec le guide. Puis Oui, le musée demande que chaque non-voyant soit accompagné d'une personne pour OK. que le guide n'ait pas la responsabilité. Puis De- j'imagine aussi pour sécuriser un peu les déplacements dans le musée. oui. Et là, on essaie de plus en plus de convaincre le musée de nous donner quelques sculptures à toucher. Bon, ça, c'est une autre étape. Vous savez, les musées, ce sont des institutions assez, disons, conservatrices. Hein? Mais Alors, mais ça vient. si on peut toucher certaines choses avec des gants au musée du Louvre, là, me semble qu'on pourrait sûrement Oui, toucher. ben ici, on en a quelques-unes qu'on OK. peut toucher, mais avec des gants, évidemment. Oui, c'est ça, avec des gants. Et puis, moi, si je peux y aller de mon expérience personnelle, comme je vous dis, je suis jamais allé dans le programme pour les personnes non-voyantes, mais j'ai étudié quand même en art un peu et j'ai eu des expositions à aller voir. Puis, j'ai pas eu droit à sûrement à des descriptions comme les guides des musées sont habitués de les faire, mais j'ai un intérêt aussi pour l'art et j'ai quand même trouvé ça intéressant. C'est que je me dis que si, en plus, on y va avec quelqu'un qui est habitué de décrire, ben il y a sûrement beaucoup à... Oui, puis comme je dis aussi aux gens, si on ne comprend moi-même, s'il y a une description que j'ai pas tout à fait saisie, il faut poser la question. Il faut pas se sentir oh ben moi j'ai rien compris parce que je connais pas ça. Non. On est là pour connaître, on est là pour demander des précisions. Et puis les gens, les guides d'ailleurs sont très ouverts, très C'est coopératifs. ça, vous avez la possibilité de le faire. Là, Tout à fait. C'est ça. Mais il faut oser le faire, vous savez. Je comprends là qu'on soit un peu timide et tout ça, qu'on se sente pas à notre place si on y a pas été souvent et tout ça. Ben je pense que si on pose la question dans le sens, tu sais, il y a toujours l'intention. Hein. L'intention, c'est pas de dire au guide t'as pas bien décrit là. L'intention, c'est de dire est-ce que vous pouvez préciser quelque chose. J'aimerais savoir si Me bon, donner plus je sais pas. d'informations. Oui, mais c'est précise. Mhm. Hein? Alors, non, je pense que c'est une ouverture de plus. Vous savez, on parle souvent de tout ce qui ne nous est pas accessible et de ce qu'on voudrait avoir et qu'on n'a pas. Je parle collectivement, là. Oui. Mais je pense qu'il faudrait aussi profiter de ce qui est déjà proposé. Je pense que ça se fait un peu dans les deux sens, ça, cette affaire-là. Parce que, bon, si on y va, si on nous l'offre, ben, on peut faire l'expérience, puis après, si on n'aime pas, on y va pas, c'est tout, hein, C'est ça, ça il n'y a nous aucun oblige. engagement, mais c'est là, peut-être qu'on n'a jamais été, on peut essayer, on peut y aller, et puis, on choisit aussi les sujets, hein, les thématiques qui peuvent nous intéresser davantage. Plus nous interpeller. Absolument. Parce que c'est sûr et certain que maintenant que ça nous est offert, c'est qu'à quelque part, on peut en tirer quelque chose. Oui, puis c'est relativement facile. Vous n'êtes pas obligé d'aller insister, demander. C'est un programme officiel. Ça a lieu tel jour, telle heure. C'est ça, c'est déjà en régulier. place. Donc c'est en place. Je pense que c'est une amélioration quand même. Effectivement. Mais moi, je suis contente de ça parce que c'est sûr que ça fait bien longtemps que j'essaye ça. J'essaye de faire un petit peu évoluer ça. Mais comme je vous dis, c'est une belle rencontre qui a eu lieu. Une personne, vous savez, c'est ça dans la vie. Hein. Faut rencontrer quelqu'un avec qui il se passe quelque chose, hein, qui a une compréhension, un accueil, qui fait que elle va entrer dans votre jeu, dans votre jeu, c'est une façon de parler, c'est pas un jeu. En tout cas, que vous avez comme mais des... va être complice de votre affinités, projet, là. des affinités, et qui trouve pas le projet ridicule.
T'sais. Mais qui te dit pas, si tu vois pas au musée. C'est des simplifications, souvent, hein, qu'on entend en général, pas juste pour le musée, d'ailleurs, pour bien d'autres choses. Pour bien des sujets. C'est comme le mot voir. C'est une simplification quand on nous dit, tu dois pas employer le mot voir. Voyons. Je veux dire, mais si tu réfléchis un peu plus, tu dis, oui, son mot voir, elle le vit à sa manière. Et elle en sait plus que si elle n'était pas là. Hein? Effectivement, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait vrai. Tu sais, moi, si j'ai pas vu le film, mais j'étais au film, mais je peux vous en parler beaucoup plus que si j'y étais pas allé. Effectivement. Donc, j'ai vu le film. Vous comprenez? Là, peut-être qu'on s'accroche dans les mots, mais je pense que les mots ont quand même une grande puissance, hein? Parce que quand on nous dit, emploie pas le mot voir, maintenant, ça me dérange un peu moins, mais au début, ça me vexait. Et comme je me dis, à Nazareth, qui était une institution pour non-voyants, uniquement des non-voyants, jamais un éducateur, un professeur ou qui que ce soit travaillé là m'a dit à moi, voyons, pourquoi tu dis le mot voir? On a toujours dit voir, regarde. T'sais, on a toujours dit ça. Personne ne nous a empêché de dire ça. Mais c'est quand on s'est retrouvé dans la société en général que les gens ont commencé à s'inquiéter de dire, ou à s'offusquer de dire qu'on avait vu. Eh oui. Et, bon, vous avez, votre intellectuel est toujours bien en fonction. Vous écrivez, vous allez voir des concerts, la musique, c'est encore très présent dans votre vie. Mais on en parlait au début. Moi, je vous ai connu dans l'activité physique parce que ça aussi, c'est important. Puis, en plus, que vous me disiez que vous faites du ski l'hiver. Parce que moi, l'hiver, je suis un peu plus frileux. Mais bref, vous êtes encore très active physiquement. Puis, c'est important, je pense, aussi pour vous. Oui, c'est très important. J'ai peut-être investi un petit peu plus dans l'activité physique un peu plus, pas très tôt dans ma vie, quoique, bon, c'était léger, mais à l'école, on en faisait. On avait quand même de la gymnastique tous les jours, puis on faisait du ballet, et puis j'ai patiné, les patins à roulettes à Nazareth, et puis le patin à glace aussi. Au fond, je faisais rien, mais j'en faisais quand même. Quand même, au final, c'était déjà... Mais davantage, j'en ai fait plus tard, quand j'ai commencé à faire le tandem. Moi, j'avais essayé de faire du vélo très jeune, sauf que ma vision était tellement limitée là, que l'équilibre, là, ça y était pas. Alors, mais c'est beaucoup plus tard j'ai commencé à faire du vélo tandem et j'en ai fait beaucoup. J'ai même fait le tour du lac Saint-Jean. J'ai fait plusieurs fois, le tour de l'île de Montréal. Alors, on faisait aussi de la marche en montagne, du ski de fond. J'adore le ski de fond. Ça, il y a un sentiment là-dedans quand on est dans les sillons, là, une espèce de liberté. Là, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et puis là, maintenant, j'ai fait aussi beaucoup d'aquaforme. Et puis maintenant, je fais beaucoup de cardio et de musculation pour, c'est ça, pour laisser affadir le corps. Et beaucoup de marche, évidemment. Ça, c'est comme oui, c'est une oxygénation, c'est le mouvement, bouger, prendre l'air, profiter de l'espace aussi. Hein. Moi, j'aime beaucoup être dans des grands espaces, calmes, mais très, très ouverts. Je sais pas, je me sens bien. Vous vous sentez bien? Là-dedans, oui. Alors, je fais tout ce que je peux pour rester en forme à tous les niveaux, et la vie disposera du reste. C'est une belle façon, je pense, de terminer, parce que je pense qu'on a fait le tour d'énormément de choses, puis je pense qu'on aurait pu continuer longtemps. En tout cas, moi, je vous aurais écouté encore très longtemps. Vous êtes bien patient. Oh. C'est facile des fois d'être patient. Tant mieux. Des fois, la patience, ça se travaille, mais des fois, c'est très facile, puis je pense qu'en tout cas, je suis sûr que les gens vont avoir apprécié aussi, puis appris plein de choses, puis
ouvrir aussi, je pense, certains horizons, parce que on en parlait aussi tantôt, hein, c'est pas une question d'âge, hein, l'âge. Mais vous savez, au fond, je pense qu'il faut retenir. Moi, il me semble qu'il faut se dire, je dirais pas que tout est possible, mais il y a beaucoup de possibles. Je pense que c'est sûr que ne pas avoir la vue, c'est pas un cadeau qu'on nous a fait, là. Sauf qu'à partir de cette réalité-là, il y a quand même beaucoup de possibles. Et moi, c'est peut-être ce que j'aimerais partager, là, avoir le goût de vivre et d'exploiter tout ce qui est possible, ou tout ce que l'on pense possible. On essaie. S'il y a quelques échecs, on recommence ailleurs. Je pense que c'est une façon de goûter la vie, en fait. Je pense que c'est un bel exemple à essayer de suivre, parce que bon, hein, on s'entend que c'est pas facile tous les jours, mais il y a rien de toujours si facile non plus. Alors, mais pourquoi pas avoir un exemple à suivre? Je pense que merci beaucoup de votre écoute, Martin. Merci à vous, Nicole. Puis on se recroise très certainement dans d'autres activités. Merci. Et merci à vous de nous écouter et faites-nous part aussi de vos commentaires. Puis comme je vous dis, hein, profitez de la vie, essayez des nouvelles choses. À la prochaine. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Présentateur, Stéphane Pilon en collaboration avec Papillon Sonic. Voix du générique, Joel Pucci. Notre site web est toujours disponible au www.martinchouinard.com. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous attendons vos commentaires et suggestions. Un immense merci à la compagnie Point par Point Incorporée, l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'au Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, RAAMM, de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions. À notre prochaine émission, un musicien mais aussi un très bon vivant qui aime s'amuser, rire et nous faire rire. Normand Archambault à notre rendez-vous du 10 avril.